Ah oui, le technicien aussi. Oui. Ah, non mais, oui, mais ça c'est l'homme de l'ombre. Non, Voilà, c'est l'homme de l'ombre. L'ami, il est là. Il est là, mais il n'est pas là. Voilà, Regarde, ça, c'est un touriste. il est de l'équipe. Ah oui. Voilà, Tu as vu un petit nom? Oui. C'est vrai que ça change aussi. Ouais, c'est les arts martiaux. Qu'est-ce que tu vois? Ah oui, Le tigre. Ah oui, d'accord. Tu l'as fait. Ah, c'est pour ça que tu as dit vraiment Schwarzenegger. Voilà. Oui, oui, c'était pas juste avec Guy. Il n'y avait pas d'idée. Non, mais il faut se méfier parce qu'il y a des colloques où il y a des mots que tu dis pas. Quoi. Oui, puis surtout les colloques comme ça, on parlait de colloques, c'est pas bon. Le manoscopiste. Mais un petit peu parce que si j'ai politique mutuelle. Il y a de la place. Moi, je me sens seul, j'ai personne en face de moi. Moi, j'ai pas de Ah, il n'y a pas, c'est gentil. D'être en face de. Ok, je le prends comment? Je sais pas, hier vous aviez un tigre. Mais aussi, toujours. Voilà, c'est vrai. On a le tigre, on a le chat. C'est déstabilisant. La première fois où j'ai pris, c'était un chien. J'ai l'impression que c'était on n'a pas en client qui prend un masque blanc. Bon, aujourd'hui, on va l'utiliser. Je vais essayer. Ah, il faut tenir, il faut appuyer. Non, ah, il faut. Ok, d'accord. Vous voyez bien que j'ai l'habitude de ce genre de. Bon, avec certains d'entre vous, on a déjà eu l'occasion d'échanger hier. On s'est déjà présenté, donc avec d'autres noms. Donc, désolé, on va devoir un peu répéter, nous représenter. Donc, moi, donc, Gabriela Kerr, je suis coach en victimologie et aujourd'hui, formatrice en entreprise, etc. Aujourd'hui, en qualité de présidente de l'association ALFE, l'association pour la prévention du harcèlement à l'école, j'ai le plaisir d'animer cet atelier avec Daniel Morel, qui s'est largement présenté hier, mais va peut-être se représenter. Et Lilian, par contre, ton nom de famille, je me rappelle. Bon, Lilian suffit, hein, c'est lui. Hein. Pito. Voilà, Lilian Pito. Et donc, cet atelier, on l'a appelé ludopédagogique. Parce que l'idée, c'est de tester ensemble, de faire ensemble une sorte de jeu, hein, qui fait partie, en fait, des activités prévues dans le cadre du projet européen BIC, duquel j'ai rapidement parlé hier. Et on va voir aujourd'hui quel est le lien entre les personnes vulnérables et la méthode et les principes de cette méthode et certains passages. Voilà, quel est le lien qu'on a trouvé. Donc, je laisse Daniel non seulement se présenter, mais après démarrer. Tu me diras, après quand je fais l'assistante. Et après, on fera un rapide tour de table, vu qu'on n'est pas très nombreux, comme ça on se présentera. Alors, Daniel Morel, donc je suis mandataire judiciaire de la protection des majeurs et je suis à la fois présidente des mandataires judiciaires de la protection des majeurs du Gard et vice-présidente de la Fédération nationale des mandataires judiciaires à la protection des majeurs. Voilà. Indépendant, des mandataires judiciaires indépendants. Indépendant, exerçant à titre individuel. Voilà. Je précise, hein. Mais oui, en fait, si on est là, c'est voilà. Oui, mais bon. Professionnel numéro, donc on est effectivement, on exerce à titre individuel. Voilà, donc hier, nous, les majeurs protégés, puisqu'ils sont atteints d'altérations psychiques. Et je pense que cet atelier pourrait également être adapté à les populations dont nous occupons. Donc, je pense que sous forme ludique, il y a quand même un message qui peut passer. Voilà, je passe la parole à Lilian, se présenter. Donc, Lilian Pito, donc, hier j'intervenais sur un atelier prévention des risques professionnels. Donc moi je suis responsable de deux structures, une spécialisée dans la qualité de vie au travail. On a été amené à développer il y a 15 ans une activité d'accompagnement des personnes en situation de handicap. Donc après avoir accompagné des entreprises sur toute la politique, le maintien en emploi, la sensibilisation des équipes, j'ai créé mon propre centre d'aide par le travail. Donc j'ai une vingtaine de salariés qui réalisent des prestations de sous-traitance diverses et variées. Et on s'est rendu compte que pour pouvoir donner du travail à ces personnes, il fallait changer les préjugés, changer le regard.
auprès des entreprises. Donc on a développé toute une offre de services à travers notamment un accès communication grand public. Donc vous verrez dans le hall, on a mobilisé un collectif d'une dizaine d'artistes. Chaque artiste nous a créé un tableau qui nous permet d'aborder la question du handicap sur toute sa pluralité, l'autisme, la dépression, toutes des problématiques autistiques et autres, et en disant, en synthèse, le handicap invisible représente 80% des situations. Or, dans l'esprit des gens, on a le fauteuil roulant et l'aveugle. Ce qu'on se rend compte dans les statistiques, justement, quand on a abordé la question, c'est que les personnes en situation de handicap et de fragilité sont beaucoup plus victimes de violences, de harcèlement et de démarches sexistes que les autres personnes, avec une fragilité supplémentaire qui les empêche peut-être aussi de se livrer. Donc là, l'idée, c'était plus d'apporter, au-delà de la pédagogie, quelques évidences, quelques partages de chiffres, pour dire que vous pouvez être confronté à des personnes en situation de fragilité. Donc c'est aussi pour tout professionnel, même RH, chef d'entreprise, de sortir de cette idée que si la personne n'est pas en fauteuil roulant ou n'a pas une canne blanche, elle n'est pas en situation de handicap ou de fragilité. Donc voilà, ça sera un éclairage un peu différent et complémentaire. Bonjour à tous. Moi c'est Linda Bachir et je suis élève avocate. Je me dirige vers la profession d'avocat en septembre si je réussis mon CAPA. Merci. Bonjour, je suis Suzanne Gimeno, également mandataire judiciaire à la protection des majeurs. J'interviens sur le Gard et sur les routes. Voilà. Bonjour, je suis Émilie Véré, je suis infirmière libérale sur le secteur de Montferrier et Saint-Clément. Bonjour, je suis Tatiana Bourelli, je travaille à l'Institut Saint-Pierre à Palavas-les-Flots dans l'unité de troubles sanitariens de l'enfant et adolescent. Bonjour, Sandrine Mazoyer, mandataire judiciaire à la protection des majeurs en Haute-Garonne, Toulouse et Saint-Gaudens. Bonjour, Muriel Delcher, pareil, mandataire judiciaire à la protection des majeurs à Toulouse. Bonjour, Guy Chollet, je suis psychomanager. J'ai créé 3 méthodes pour créer du développement personnel sur toute personne qui a besoin de s'exprimer. Donc je fais des formations d'entreprise de parole en public et ensuite je gère un petit peu les conflits, j'harmonise dans les entreprises le personnel et ça va du chef d'entreprise jusqu'au plus bas échelon de l'entreprise parce que le bas échelon n'est pas un bas échelon puisqu'on en a besoin. Et la personne a besoin de savoir que grâce à elle, l'entreprise tourne. Donc j'ai créé 3 méthodes grâce aux arts martiaux et j'amène et je construis les personnes pour qu'une fois que le corps est en forme, le cerveau, lui, arrive à mieux gérer tout ce qui se passe autour de lui. On a une acuité beaucoup plus développée et du fait, on commence à harmoniser autour de soi et à rayonner du positif. Voilà. Vous êtes où? Alors je suis là. Pardon, je vais reformuler. Vous êtes d'où? Oui, je suis très doux. C'est pour ça que je viens faire sur les violences parce que je suis très doux. Non, je suis de la région, je suis castelnauvien, je suis voisin ici et je travaille un petit peu sur toute la localité, région, on va dire, voilà. J'interviens sur un petit peu de partout. Merci. Bonjour, Myriam Chalabi, avocat au barreau de Lyon. Alors, je suis Catherine Costeau, je suis cadre de santé puéricultrice et je travaille en médecine psychologique, et particulièrement auprès d'adolescents atteints de troubles anxieux, de troubles du spectre autiste, tout ce qui est TDAH, enfin, voilà, les tics, les cloques, enfin tout ce qui est... Et donc, principalement, une unité qui s'occupe des enfants qui sont en refus scolaire anxieux, d'où ce public, ça fait partie de déscolarisés, voilà. Voilà, donc c'est génial. Vous travaillez où, excusez-moi? À Saint-Éloi, à la Colombière, à MPEA, à la Colombière. Alors, il vient d'arriver. Oui, excusez-moi. On a peut-être, voilà, tour de table, donc vous terminez. Maître Émilie Levet, je suis avocate au barreau de Carpentras. Donc on va pouvoir démarrer l'atelier. Alors, je te laisse introduire. Je vais, allons-y. Premier slide. Tu te rappelles ce que tu as écrit? C'est un peu loin, bah, ici tu peux le rayer de voir. Voilà. C'est ça, d'accord. Prochaine étape, c'est le chien d'aveugle. On est dans la sensibilisation. Sinon, il y a les lunettes en stade intermédiaire.
Oui, vous avez ça sur la désolé, moi je touche. Hier, certains se sont plaints de la clim, donc mesdames, si jamais il faut la mettre, on la met. Moi j'ai mon éventail, un peu à l'ancienne, mais... Je vous donnerai des éventails portatifs si vous avez besoin aussi. Ça s'en sort partie. Voilà. Très bien. Donc, vous savez que donc, nous sommes mandataires, nous sommes regroupés sous une fédération, la plus importante de France, qui regroupe le plus de mandataires en France. Il s'agit de la Fédération nationale des mandataires judiciaires à la protection des majeurs exerçant en titre individuel. Et nous prenons 4 valeurs fondamentales qui sont la compétence, la responsabilité, l'intégrité et la confiance. Pour ce faire, évidemment, il est préconisé pour l'exercice de notre métier de créer un réseau de confiance tout autour des professionnels, puisque régulièrement nous sommes confrontés à des situations de violence subies par les majeurs protégés, comme je l'expliquais hier, de la part d'institutions, de familles, de proches, de tiers, et nous sommes obligés d'accompagner ces majeurs protégés pour justement les aider à sortir de ces situations. Donc notre rôle, évidemment, c'est d'associer la personne et d'adapter notre discours, de prendre en compte sa volonté et de mettre en place les interventions les mieux adaptées à cette personne et à sa situation. Donc effectivement, je pense que les ateliers que nous allons faire par la suite représenteront un réel outil pour justement ces personnes qui sont en situation de grande vulnérabilité. Et peut-être, c'est vrai qu'une victime, déjà au départ, c'est une personne vulnérable, mais du fait de ses déficiences mentales, elle est d'autant plus vulnérable, et ça c'est vraiment un critère qu'il faut prendre en compte. Donc forcément, l'exercice de notre métier, on ne peut pas le faire seul, parce que le but étant de faire un constat des lieux, de ce qui se passe, et d'évaluer la situation. Et ensuite, on ne détient pas seul le savoir, donc on met en place des équipes, et on travaille de manière pluridisciplinaire, et ça c'est quand même la clé de notre profession. Voilà, donc nous pensons que si on veut avancer dans ce domaine-là, il est important de tenir compte de l'intelligence collective. L'intelligence collective va nous permettre de déboucher, d'aller vers une situation qui va s'améliorer et du coup, ensemble, d'aller vers une solution. Et là, je vais vous parler de la réflexion éthique, effectivement, des mandataires. Il faut savoir que les majeurs protégés, du fait de leur protection juridique, quand ils se rendent dans une administration quelconque, eh bien souvent leur discours va être disqualifié parce qu'ils sont en protection juridique. Alors que logiquement, il y a une garantie des libertés individuelles qui doit intervenir, et forcément leurs demandes et leurs souhaits doivent être prises en compte comme n'importe quel autre citoyen. C'est pour ça que nous veillons à ce qu'il n'y ait pas de discrimination à leur égard. Voilà, donc je pense que j'ai un peu fait le tour de ce que je voulais vous dire. Et je repasse la parole à Gabriela Quero qui va vous expliquer un petit peu. Tout ça, là, donc c'est en fait tout ce que tu as déjà. Tu ne veux pas développer slide par slide? Oui, je pense que là, oui, c'est ce que je vous ai expliqué. Hein, c'est ça. Voilà, vous avez tout ça du coup. Vous avez tout ça dans sur votre PowerPoint. Hein. Voilà. Donc, quel lien nous avons fait avec Danielle du moment où elle a présenté son métier. On a décidé d'animer cet atelier ensemble. Donc quel est le lien entre
le travail de mandataire judiciaire et le travail de cette association que je représente aujourd'hui qui s'occupe de la prévention du harcèlement entre enfants. En fait, le lien peut paraître loin, mais il est très étroit parce que donc nous avons participé à un projet européen. Je ne sais pas combien d'entre vous étaient présents hier dans la salle, on en a rapidement parlé. En qualité de partenaire associé d'une grosse association qui est sur le territoire, Samuel Vincent. Comment est-ce qu'on les a rencontrés? On les a rencontrés quand on a créé l'association et on a en fait voulu se présenter aux réalités déjà présentes sur le territoire. Et quand on a rencontré Samuel Vincent, ils nous ont dit, on a répondu présent pour un projet européen sur le harcèlement, mais nous avons la structure, mais nous n'avons pas les compétences spécifiques. Si on est retenu, est-ce que vous voulez participer? Est-ce que vous voulez vous associer? Bien évidemment, oui. On était au courant de ce projet, mais on n'avait pas les moyens, bien évidemment, pour y répondre tout seul. Donc c'est parti, cette belle aventure devenue réalité. Et donc, nous avons rencontré dans un premier meeting les autres partenaires à Athènes, c'était la première réunion. Donc, on était 5 pays européens. Je vais vous présenter rapidement donc, la méthode BIC. Donc, ça, c'est un peu la page de couverture de tout ce qu'il y a, parce qu'on a des manuels, on avait des boîtes à outils pédagogiques voilà, pour les enfants. Donc c'est une méthode anti-bullying problem, c'est BIC, c'est Bullying in Institutional Care, parce que c'était avant tout une étude pour comprendre ce qui se passait et comment fonctionnaient les mécanismes du harcèlement pour les enfants qui étaient placés en institution. Parce qu'en milieu scolaire, en Europe, il y a déjà des études qui sont faites, des statistiques officielles, voilà, qui restent quand même à prendre avec beaucoup de précautions. Hein. D'ailleurs, le 10% des enfants scolarisés à l'école primaire se dit victimes de harcèlement. Les dernières statistiques sont de 2018, hein, 2017-2018. Au collège, le 12%, 7% au lycée. Voilà. Donc, autant à l'école primaire, bon, le 10%, bon, on peut, parce que c'était des questionnaires anonymes hein, que les enfants ont remplis en classe. Donc il y a des fortes chances que les victimes étaient à côté ou pas loin de leur bureau. Donc 10% à l'école primaire, on peut, parce qu'il y avait des enseignants qui aidaient, mais 12% au collège, je pense que c'est pas assez. Voilà. D'après nos expériences. Mais même 1%, c'est déjà trop. Voilà, pour nous. Donc, l'idée, c'était de comprendre un peu ce qui s'est passé dans les établissements où les enfants sont placés, où ils partagent aussi d'autres moments de vie, les repas, la nuit, etc. Donc, avait comme objectif donc, lutter contre le harcèlement. Cet objectif général, c'était de contribuer à la prévention, bien évidemment, et à la lutte contre le harcèlement avéré. Pour enfants et adolescents. En fait, la méthode avait deux grandes... la méthode se dividait en deux, donc 6-11 ans, 12-18 ans, il y avait des caractéristiques différentes, des ateliers différents. Alors, c'est avant tout une recherche de terrain. Il y avait deux méthodes déjà testées dans d'autres pays, donc la méthode Kiva en Finlande et la Notrap en Italie. Ce sont des méthodes qui sont déjà utilisées, surtout la méthode Kiva en Finlande. Non seulement c'est un projet d'établissement, mais c'est un projet d'État, c'est-à-dire que le ministère de l'Éducation nationale l'a rendu obligatoire à l'école primaire. Inutile de vous dire que les cas de harcèlement en Finlande sont rarissimes. Hein. Il y a une sensibilisation depuis le plus jeune âge et il donne vraiment une priorité au vivre ensemble, au bien vivre ensemble qui est extraordinaire. C'est vraiment un exemple. On a vu des vidéos, des choses qu'ils font sont extraordinaires. Mais simple, parce que c'est ça en fait. On pense que lutter contre tout ça, c'est très compliqué. En fait, c'est très simple. Et c'est ça la difficulté. C'est d'aller chercher des réponses simples et évidentes à des problématiques aussi complexes. Voilà. Vous allez voir l'atelier l'exercice qu'on va faire ensemble. Voilà. Donc le programme BIC, donc il y a plusieurs, comme je vous disais, des boîtes à outils, donc 6-11 ans, 12-18 ans. Donc ces deux méthodes en fait ont été
fusionnés, si on veut, unis, hein, ils ont pris de l'un et de l'autre. Mais parce que nous avons fait une étude de terrain, on a démarré le mois de mai, avril-mai, on a rencontré des professionnels, des enfants, on avait des questionnaires, etc. On a fait un rapport qui a été envoyé le mois de juin. Juillet, août, les universitaires, parce que c'était 2 universités, c'était Turku et Florence, ils ont travaillé sur la base des rapports qu'on avait fait les 5 pays pour arriver à trouver une méthode qui peut être appliquée dans tous les pays. Adapter ces méthodes. Parce que bien évidemment, les problèmes qu'on peut avoir en France, les dynamiques qu'on a pu peut-être rencontrer en France, étaient assez différentes de celles qu'on peut rencontrer par exemple en Roumanie, en Bulgarie, où, par exemple, où le directeur de l'établissement devient automatiquement responsable légal des enfants qui sont placés en institution. Alors qu'en France, le lien avec la famille est très important, donc est très présent. Par exemple, quand les enfants devaient remplir des questionnaires anonymes, etc., on a dû demander l'autorisation de tous les parents. Donc vous pouvez bien imaginer que pour retrouver et avoir l'accord des parents d'enfants placés en institution, c'était un peu compliqué. Alors qu'en Roumanie, ils les ont fait de suite parce que le chef d'établissement a dit OK. Voilà, c'était même un des participants au projet. Donc voilà. Mais donc cette méthode est arrivée, on a commencé à la tester. Voilà les pays, Bulgarie, France, Grèce, Italie, Roumanie. Donc comment ça s'est développé en France? Très rapidement. Donc il y avait Samuel Vincent. Moi j'ai collaboré donc avec Samuel Vincent. De l'association Alphée, on était 2. Il y avait après Lumière et Joie, qui est aussi un MEX, et la communauté COST. Donc Sabrina Delt est la psychologue, Marie-Pierre Ferretti, une des chefs de service. Et donc nous, 5, on a été formés avant tout, on a passé une semaine à Milan, enfermés dans un lieu où on nous ont formés du matin au soir à la méthode. On était donc 25 de 5 pays différents avec des traducteurs, c'était vraiment super. Et on a fait, nous, les ateliers, c'est-à-dire on a vécu ce qu'on allait faire vivre aux autres. Et c'est ça la puissance de cette méthode, c'est que, en fait, nous, une fois rentrés chacun dans notre pays, on a formé les adultes, les éducateurs, les enseignants, parce qu'on l'a introduite dans les maisons, dans les MEX et à l'école aussi. Bien sûr, dans certains établissements qui ont bien voulu nous accueillir, malgré des fois les obstacles posés par l'éducation nationale, mais ça c'est encore une autre histoire. Voilà. Et nous, on a fait tester aux adultes ce qu'eux, ils allaient organiser après avec les enfants. Nous, on n'a pas formé des enfants. On a formé uniquement les professionnels. Voilà. Donc voilà, c'était vraiment une très belle expérience et on est quand même sortis un soir. Hein. Ah oui, quand même, on est allé manger. Parce que j'aime bien, j'ai fait 25 jours à Milan, on était 25, une semaine, on a bossé. Oui, on est sortis un soir. Alors c'est enregistré, mais ça ne sera pas diffusé. Ça reste entre nous, quoi. Donc, je pense que c'est peut-être parce qu'on n'en avait pas, il y avait une ambiance extraordinaire, parce qu'on venait vraiment de pays, même si tous européens, mais très différents. On avait le même objectif, hein, d'apprendre une méthode pour aider les enfants victimes d'harcèlement, ou bien pour le prévenir, surtout. Donner des outils à l'équipe, c'était surtout ça, donner des outils aux équipes pour réduire le harcèlement et améliorer les relations entre les enfants et les jeunes. Parce que finalement de ça il s'agit. Hein. C'est pas trop compliqué. C'est une méthode que vous allez voir est transversale. C'est-à-dire que ça peut être appliqué. On en parle du harcèlement bien sûr, mais lors du premier atelier. Après on n'en parle presque plus. On parle d'autre chose. Parce que même revenir. Là, on échangeait tout à l'heure, j'ai amené aussi des cartes, les cartes des émotions qu'on utilise pour faire des choses avec les enfants au sein de l'association, etc. En fait, quand vous parlez avec ces enfants, ils sont absolument capables de décrire ce qui se passe, ce que c'est que le harcèlement. Parce qu'à l'école, ils en parlent, parce qu'à la télé, ils en entendent parler, etc.
Mais quand ça leur arrive, ils sont incapables de le reconnaître. Normal. Ils minimisent, etc. Parce que le harcèlement et toutes les violences dont on parle, les violences psychologiques, donc l'emprise, etc., se situent au niveau du cerveau des émotions. C'est les émotions qui sont touchées, c'est pas la rationalité. Rationnellement, tout le monde sait ce que c'est qu'une situation de violence. Pourquoi les victimes sont capables de le reconnaître chez les autres, mais pas chez elles. Voilà. Donc, et nous avons donc travaillé avec des personnes qui avaient affaire à des enfants, à des adolescents et à des jeunes majeurs qui quittaient les institutions. Voilà le lien entre cette méthode et ce que Daniel vous a présenté. C'est-à-dire qu'il y a en France, il y a des mesures extraordinaires d'ailleurs dans ce pays. Pour avoir vécu dans 4 pays différents, je vous assure qu'il n'y a pas... Il y a des choses quand même en France qui n'existent pas ailleurs. Donc entre 18 et 21 ans, donc les jeunes majeurs continuent à être accompagnés en fait. Donc ils commencent à avoir plus d'autonomie. Mais nous les avons rencontrés, pour comprendre ce qu'ils avaient vécu, s'ils avaient vécu du harcèlement. En plus, bon, comme il dit Hugo de l'association Hugo, on est tous concernés par le harcèlement, parce que soit on en est victime, soit on est harceleur, soit on est témoin. C'est pas possible qu'on n'a jamais assisté à une situation d'harcèlement. Tout le monde, là, au moins côtoyé une fois, à l'école, au club de sport, voilà, hein, sans forcément l'avoir subi. Donc, et c'est ça d'ailleurs la méthode. La méthode, c'est la relation de violence, de harcèlement n'est pas une relation harceleur-harcelé. C'est une relation qui concerne déjà harceleur, harcelé, témoin. Et à l'intérieur des témoins, il y a plusieurs types de témoins. Ceux qui participent, liker ou rigoler, c'est participer. Ceux qui ne disent rien parce qu'ils ont peur ou parce que ça ne le regarde pas. Et ceux qui portent secours à la victime. Déjà, même entre ces catégories, il y a encore des sous-catégories, parce que chacun est différent. Harceleur, la même chose. Est-ce que l'harcèlement, c'est un harcèlement de groupe? Si l'harcèlement, c'est un harcèlement de groupe, il y a inévitablement un petit chef, une petite chef aux deux, qui gère un groupe, et qui agissent au nom d'eux. Dans ce groupe, il y a différentes dynamiques aussi. Donc tout ça, il faut l'analyser. La raison pour laquelle les situations d'harcèlement entre enfants ne peuvent pas être réglées comme s'il s'agissait d'un conflit entre enfants. À l'école, on entend les parents qui nous disent « l'école n'a rien fait, ils ont essayé, ça n'a pas marché », parce qu'ils le gèrent comme si c'était une chamaillerie, un conflit, hein, ou une violence ordinaire. Tu as tapé ton copain, tu t'excuses, oui, le lendemain c'est reparti. Hein. Donc, ou exclure quelqu'un de l'école, ça sert absolument, strictement à rien. Les punitions, au contraire, ils valorisent davantage le populaire. D'ailleurs, je pense à quelque chose à propos de la méthode ambassadeur, qui est une super idée. Et nous avons été formés à une méthode, la méthode PICAS, c'est pour traiter les cas d'harcèlement avéré. Et hier, j'y ai pensé, après je ne l'ai pas dit de suite, il y a aussi une autre dynamique à laquelle il faut faire attention quand on met en place des choses comme ça. Parce que souvent, les harceleurs, oui, ils se proposent comme ambassadeurs, ils se proposent dans la méthode PICAS pour protéger la victime, parce que leur objectif, c'est d'être populaire. Et donc, voilà, il y a quand même... vigilant là-dessus. Donc, il faut être très vigilant là-dessus. Bon, bref. Donc, c'est complexe, c'est une dynamique assez complexe. Donc, les jeunes majeurs, effectivement, ils nous ont dit, oui, effectivement, il y avait des personnes qui prenaient les choses en main. Je dois dire que j'ai eu quand même des super retours sur les éducateurs. Bon, après, et dans tous les pays, on a fait la même chose. Et effectivement, tous, ils nous ont dit, on aurait eu ça. Aujourd'hui, je serai effectivement, parce qu'on peut expliquer, on a fait plusieurs rencontres, qu'est-ce que c'est la méthode BIC. Je serai armée parce qu'effectivement, je me sens faible. Je me sens toujours une cible potentielle de ces actes de violence. Il y a des personnes qui sont en situation d'handicap invisible, pas forcément visible, qui ont ces peurs, qui ont ces craintes. Et on s'est dit qu'effectivement, si, voilà,
si surtout dans des structures comme les institutions et les MEX, il y a des actions dans ce sens-là qui sont faites, effectivement, on peut renforcer cette confiance en soi que l'adulte doit commencer quand même, à un moment donné à développer. Ça, voilà, on le sait. Et ces jeunes adultes avaient quand même des craintes, des peurs, parce que oui, je suis toujours celui ou celle qui est sorti de l'institution. Hein, je rentre dans la vie, donc c'est extraordinaire d'avoir l'accompagnement d'un mandataire judiciaire si besoin. Et dans des cas, effectivement, il n'y aura pas les conditions pour avoir un soutien comme celui que vous apportez. Ils ont quand même vraiment voilà, cette solitude et cette vulnérabilité qui est inévitablement... Voilà, on retrouve aussi bien chez les enfants que chez les adultes, parce que nous on s'occupe d'adultes, mais parfois on a aussi à gérer des cas de jeunes adultes qui sont dans des établissements spécialisés, qui travaillent avec un travail adapté, et on est amené à rencontrer des problèmes de harcèlement et de violence aussi dans les ESAT. Ah oui, ah, j'imagine, oui. Oui. C'est ça, c'est que, voilà, tu veux dire un mot, Lilian, à propos de ça? Non, mais c'est ce qu'on disait clairement, c'est au niveau des statistiques, les personnes en situation de fragilité, visible ou pas. Tatiana, tout à l'heure, on parlait d'un témoignage justement sur des problématiques d'enfants, voilà, les problèmes sphincter et autres, où dès qu'il y a une faiblesse, la nature humaine, si on parlait de troupeau tout à l'heure, de chasse en meute, l'individu faible du troupeau, soit il est abandonné parce qu'il met en danger le groupe, soit il devient la victime, consciente ou pas d'eux. Donc si on a tout de suite l'apparence, le fauteuil roulant, c'est des petites blagues, c'est des machins, c'est des pneus dégonflés et autres, quand le handicap est encore plus invisible, on identifie cette fragilité, on sait pas la mettre, et puis ça devient tout de suite le souffre-douleur, et on parle d'exclusion de l'école, ou même de dire, la seule solution que trouvent les enseignants pour protéger les élèves, c'est de les laisser soit dans la classe pendant les récréations ou autres. Donc c'est vrai qu'il y a cette problématique de fragilité qui fait qu'inconsciemment, le collectif identifie la personne la plus fragile sans savoir pourquoi. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, une des solutions qui est préconisée, c'est de travailler l'empathie dès le plus jeune âge, pour justement essayer d'expliquer que l'autre, tout en étant différent, souffre autant que soi, et qu'il y a toute cette logique qui peut... Mais c'est vrai qu'au niveau des statistiques, sur le nombre de plaintes, alors déjà, on se disait au niveau des harcèlements, hop, on va juste retrouver ça, voilà, c'est entre 2011 et 2018, les personnes identifiées comme handicapées dans l'enquête cadre de vie et sécurité déclarent plus souvent que le reste de la population avoir été victime de violences physiques. 7,3% ont subi des violences physiques ou sexuelles, et 15 auraient été exposés à des injures. La problématique, c'est que les victimes en situation de handicap se plaignent moins que les autres. Donc, il y a moins de traçabilité, donc moins d'actions qui sont mises en place. Et c'est vrai que là, on parle de harcèlement, de violence au niveau des écoles et autres, mais dans l'entreprise, c'est pareil. Si je suis en situation de fragilité, de handicap, j'ai déjà une instabilité, on risque du jour au lendemain de me faire perdre mon emploi, parce qu'il y a toujours le fantasme du maintien d'emploi, de l'inaptitude, du risque par rapport à ça. Donc si en plus j'ai le malheur d'aller en rajouter une et de dire que je me sens harcelé, fatigué ou autre, ça complexifie encore plus les choses. Est-ce que je peux dire quelque chose? Mais bien sûr. Merci. Justement, ce qui m'interpelle, c'est que, par rapport à ce qui a été dit hier, c'est les outils. C'est-à-dire que si on vient me voir dans l'entreprise en me disant que je subis un harcèlement, je vais dire ok, d'accord, mais qu'est-ce que je fais? Hier, on parlait qu'à un moment donné, on a appris à faire les premiers soins, les premiers secours pour soigner ou sauver quelqu'un. Mais là, personne n'a les outils. Donc du fait, eh bien, on met en touche. On met en touche exprès, enfin, on met en touche parce qu'on ne sait pas quoi faire. Et du fait, la personne qui vient vous parler, qui pensait que vous pouviez lui apporter secours, elle se sent là aussi plus du tout accompagnée. Parce que vous-même, vous vous retirez parce que vous n'avez pas les moyens de répondre. Et je pense qu'entre vos interventions et nous, sur place dans les entreprises, il nous faudrait un lien, pas un lien, mais un liant qui puisse nous apporter quelque chose qui puisse donner, savoir où on va et où aller. C'est souvent là où on recule
parce qu'on ne sait pas quoi faire. Et comme on ne sait pas quoi faire et qu'on souffre pour la personne des fois, alors des fois on s'en fout, mais on s'en fout parce que je ne veux pas voir. Tu parles du référent hier, on parlait du référent. Merci. Qu'est-ce qu'on met dedans et quelle est la méthodologie? Parce qu'à un moment donné, le constat, là je crois qu'on l'a tous fait, on le sait, c'est pas nouveau. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait concrètement? Comment on fait? Moi, j'ai récupéré un dossier, une jeune majeure qui a 20 ans, qui a l'air d'en avoir 12, donc une jeune fille. Je la compare à une petite feuille au vent, tellement fragile. Je pense qu'elle a subi des violences. Elle est plutôt dans le mutisme. Et là, elle est sous emprise d'un jeune homme qu'elle a rencontré, qui est mineur, qui a 16 ans, qu'elle a rencontré dans l'IME où elle résidait depuis des années. Elle est tellement sous emprise, là maintenant elle vient d'être accueillie dans une famille d'accueil un peu à distance, qu'elle passe sa journée avec le téléphone allumé, parce que ce jeune homme la tient sous emprise et lui parle toute la journée au téléphone. Elle va la dame qui l'accueille, la famille d'accueil, me dit elle va aux toilettes avec le téléphone, elle est sous la douche, elle ne peut pas raccrocher, elle est sous emprise cette gamine. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que là les dégâts ils sont... il faut qu'elle soit accompagnée de manière adéquate. Oui, mais voilà. Elle est où et vers où? On parle maintenant des méthodologies. Qu'est-ce qu'on peut faire? Concret. Parce que c'est vrai, moi ce que j'entends depuis hier, c'est que sans volonté, c'est que sans volonté de la personne d'être accompagnée, il ne peut pas y avoir d'accompagnement. Ce que j'entends ce matin, c'est que là où c'est le stade émotionnel, les gens n'ont pas le sentiment d'être dans une problématique. Ça veut dire... Il y a déjà éclairé pour dire tu es dans une situation de fragilité, demande-nous de l'aide. Là, c'est vrai qu'on est un peu témoin. C'est ce que je ressens aujourd'hui. Incompétent parce que la personne n'a pas conscience non plus, n'appelle pas au secours. Oui, mais il y a des personnes, il y a des professionnels, moi je ne veux pas faire bien évidemment la pub de ce que je fais, qui interviennent sur ce type de situation. Il y a des personnes qui, par exemple, les référents, ils sont censés être formés. Non seulement à reconnaître aussi les vraies situations d'harcèlement, des fausses situations d'harcèlement, parce que ça c'est un diagnostic aussi très intéressant à faire. Hier matin, Marie-France Ligoyenne a mis de suite l'accent là-dessus et nous a donné quand même une piste qui est très intéressante. Moi, moi aussi je le mets en première, ça, voilà, des personnes qui viennent vous disent je suis victime d'harcèlement et qui sont capables de décrire de A à Z tout ce que s'est passé, pas alerte, c'est peut-être une fausse victime, peut-être. C'est peut-être même un auteur. Oui, une fausse victime en général c'est ça. C'est quand l'auteur, il y a ce mécanisme de la victimisation, etc. Donc il y a des formations pour les référents. Bien sûr, vous n'êtes pas armé pour gérer ce genre de choses. Quelqu'un qui est sous l'emprise, c'est quelqu'un qui doit... gérer un changement très important à l'intérieur. Et non seulement à l'intérieur, il va se manifester dans les actions qu'il va mettre en place. Donc quand il y a un vrai changement, quand il faut faire face à un changement, il faut d'abord devenir la personne capable de le gérer, ce changement. Donc est-ce que après il y a certaines personnes qui ne feront jamais le pas, hein, qui seront incapables d'aller au-delà. Il faut accepter aussi, moi ça m'est arrivé, voilà, avec certaines personnes, mais oui, voilà, il faut accepter en tant que professionnel de ne pas avoir accompagné, voilà, amener la personne là où on aurait voulu, où elle était censée y aller. Entre voilà. L'objectif et l'intention de proposer quelque chose, c'est deux choses différentes. Hein. On n'est pas sûr d'atteindre les objectifs, hein. Jamais. Hein. Ah, bien sûr. On est sur le... on touche à l'humain là. Donc cette fille, effectivement, oui, elle a un gros changement à apporter. Est-ce qu'elle est suivie par... Là, pour le moment, non. Elle va sortir du dispositif de l'IME, elle va être totalement... Alors, elle va sortir de ce dispositif. Donc, ils ont tous constaté cet état de fait, la situation, hein, mais ils ne veulent pas intervenir parce qu'ils estiment que c'est du domaine de la relation personnelle entre les deux jeunes. Ouais. Donc là, excusez-moi, mais là, je suis un peu... Il faut lui supprimer le téléphone. Mais je sais que c'est pas possible. Mais, mais par exemple, s'il y avait il faut qu'elle voie quelqu'un qui l'aide à comprendre les mécanismes de l'emprise et que, voilà, en espérant qu'elle a les moyens aussi de le comprendre. C'est là que j'ai l'impression que d'un point de vue juridique, on ne peut rien faire contre cette personne-là, parce qu'on parle que du harceler, donc le prendre en charge, l'aider à passer le cap, mais à un moment donné, il y a quand même le harceleur.
Donc il y a quand même des mesures juridiques, je pense. On est quand même dans un contexte là où on est avec des avocats, un contexte juridique. Il n'y a pas des possibilités pour justement... Pour l'éloigner de la victime. Qui peut porter plainte pour elle? Parce que si c'est pas elle qui porte plainte... On ne peut pas porter plainte. Voilà, c'est qui c'est qui va dire je la vois en souffrance? Non, non, il y a pas... C'est ça, on aimerait la protéger à l'insu de son plein gré, comme il disait. Mais là, pour porter plainte, il faut qu'il y ait un délit, un début de... Non, mais voilà. Là, c'est pas la situation. Hein. Quelqu'un qui a une emprise sur quelqu'un, je crois qu'on ne peut même pas parler de harcèlement. Alors, je ne sais pas comment les deux... Elle est consentante, elle répond au téléphone, elle a juste envie d'être avec lui. D'ailleurs, on disait que le terme d'emprise était reconnu au niveau des tribunaux. Le terme d'emprise est reconnu au niveau des tribunaux. Donc il doit pouvoir y avoir des constats médicaux à faire pour pouvoir l'isoler et la mettre en sécurité. Oui, il y a certainement mais faut-il déjà, elle a 20 ans, donc elle est majeure. C'est à elle de porter. Après, sur la problématique des auteurs, il y a effectivement des associations qui font un excellent travail pour accompagner les auteurs, mais surtout les auteurs de violences conjugales. Hein, on en est là. Les auteurs de harcèlement moral en milieu professionnel, je ne suis pas sûre qu'ils soient accompagnés. Personnellement, je n'ai pas cette compétence, donc je suis spécialisée en victimologie. Et en même temps, d'après ce que est, disons, mon expérience, je pense que c'est un travail vraiment très 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 dur, à des objectifs très difficiles à atteindre, parce que mis à part les situations où il y a des violences dues à de la drogue, de l'alcool, des addictions comme ça, quand il s'agit d'une structure de personnalité, personnellement je n'y crois pas. En plus, c'est pas moi qui le dis, mais des auteurs qui ont écrit bien avant moi. C'est-à-dire parce que pour changer quelque chose, il faut déjà reconnaître qu'il y a quelque chose à changer. Donc voilà, je n'y crois pas trop, il faut juste les rendre inoffensifs. Juste, les avocates présentes me corrigeront si je me trompe, mais certes il y a la notion d'emprise qui est reconnue maintenant dans la loi, mais lorsqu'elle est associée à un délit, la violence, des coups, je veux dire, ou quelque chose comme ça. L'emprise toute seule, c'est pas un délit, j'imagine. C'est surtout que c'est pas défini, qu'est-ce qu'on appelle l'emprise en fait. C'est ça. Et on en revient toujours, nous, en tant que professionnels, la problématique qu'on a, c'est que les médecins vont pas se prononcer non plus sur l'imputabilité des faits et par rapport à une personne. Là, vous parlez d'une jeune fille, mais concrètement, quel est l'impact du comportement de ce jeune homme par rapport à elle? Où est le danger? Voilà, exactement. Alors, le danger, il y a une situation d'emprise, alors il n'y a pas de danger immédiat. Il est permanent. Il est permanent. Mais concrètement derrière ce terme, alors, parce que derrière, par entend exemple, aussi cette jeune fille avait été placée dans cette famille d'accueil un peu éloignée parce qu'on lui avait proposé un travail en ESAT. Elle est allée faire le stage d'intégration, qui s'est très bien passé, elle était très contente, mais il lui a interdit de travailler, donc elle a décidé d'interrompre et de ne pas poursuivre avec les AT et de conclure un contrat de travail, parce que lui, il lui a demandé de ne pas le faire. Je t'interdis de travailler. C'est toujours le problème de la preuve, c'est-à-dire comment vous démontrez tout ça, parce que ça, si c'est des déclarations... C'est pas mon boulot de démontrer quoi que oui, ce non, soit. mais moi je vous explique par rapport au niveau de la loi, c'est-à-dire que surtout si on a quelqu'un de fragile, ses propres déclarations, comme vous l'avez dit, sont disqualifiées si elle est fragile, et du coup, simple déclaration de dire il m'a dit de faire ci ou ça, s'il n'y a pas d'autres éléments qui viennent corroborer, ça va être très compliqué pour un procureur de pouvoir... Ah non, mais moi je pense que là c'est pas du domaine de la... On ne peut pas judiciariser cette affaire, hein. Très clairement. Non, mais à un moment, ce qu'on disait, c'était quels étaient les moyens réglementaires qu'on avait de pouvoir interagir et autres. Donc si la personne est dans la sous-estimation que juridiquement on ne peut pas agir, à part d'être dans une frustration permanente, de se dire bah, tiens, j'aimerais l'aider, mais je ne sais pas quoi faire. Là, c'est le. Ça, je pense que on n'est pas mais moi, je vois qu'une solution, c'est lui faire ouvrir les yeux, en admettant lui faire prendre contact avec des psychologues, la rapprocher d'une association. Il faut que sa parole à elle se libère. Et peut-être au bout d'un moment, elle prendra conscience de ce qui lui arrive. Oui, excusez-moi, c'est très difficile pour les gens comme ça. Je travaille avec les adolescents, je peux vous témoigner qu'on se trouve tous, par rapport, peu importe notre métier, dans le même mur. Parce qu'en fait, jusqu'à un certain point, nous, on a empathie, on comprend la problématique, mais on se trouve, vous, juridiquement, nous, en soins,
bloqué à une certaine manière et ça revient toujours à personne à trouver la solution. Et même quand vous avez un pédopsychiatre qui accompagne une situation comme ça, donc je parle jusqu'à 18 ans, et ben ils nous contactent et ils nous disent ben je suis arrivé à un mur, maintenant c'est organique, c'est à vous. Mais en fait, nous, ce qu'on en a compris depuis tant qu'on travaille en trouble sphinctérien, que c'est jamais, on ne peut jamais dire que c'est un seul facteur qui en cause. Donc il y a toujours la tête, la bouche, les muscles, enfin complexité où la pluridisciplinarité a sa place. Et le problème c'est que nous, vous, enfin on n'a pas de possibilité de communiquer, manque de temps, étant donné que tout le monde est en fait enfin, tout le temps avec de plus en plus de situations comme ça qui augmentent, surtout pendant la période de Covid et tout ça. Donc je me rappelle quand avec un pédopsychiatre on se déplaçait dans certains milieux scolaires simplement pour expliquer ce que c'est une oncoprésie. Les gens croyaient que c'est un tumeur, que c'est une... Ben oui, parce que onco est prôné pour oncologie et pas pour oncoprésie perte involontaire fécale. Donc une fois quand on a expliqué à l'école, au sein d'établissement, que ces enfants ne font pas exprès, que c'est pas volontaire, qu'il y a un dysfonctionnement beaucoup plus complexe que ce qu'on peut y croire, et ben le regard vers ces enfants qui ont été marginalisés a changé au sein de cette institution. Parce que même la direction, même les maîtresses, même le père, enfin, entre les enfants, ne comprenaient pas. Et c'est la même chose chaque fois pour, par exemple, cet exemple de cette fille-là. Je pense que la compréhension autour de personnes qui sont victimes et qui se sont isolées, donc vous avez raison, il faut qu'elle ait des clics. Mais comment pouvait-elle avoir des clics tout seule, fragilisée comme elle est? Elle va finir dans les institutions comme la Colombière, la dame est partie. Mais il y en a plein qui, dans cette période-là, fragilité vers devenir adulte, craquent. Et donc, moi, je ne sais pas, est-ce qu'il y a une manière, quand vous dites quand on n'a pas de preuves, de faire quand même une constatation de fragilité de l'enfant qui puisse finir comme des enfants avec handicap invisible, dans grosses difficultés, sans être aidés. Si je peux... je vous en prie. Après, c'est les mesures de protection. Si c'est une jeune majeure, de s'orienter vers une mise sous protection avec soit la curatelle, soit la tutelle. C'est plutôt déjà dans un premier temps. Mais ça ne va pas éviter l'emprise. Mais je pense que l'emprise aussi, je reprends ce qu'a dit Liliane tout à l'heure, si on veut le rendre vraiment sous emprise et le rendre matériel, tout ça, si on arrête la ligne et que la personne va essayer de retenter, c'est-à-dire que là, la personne refait un acte matériel qui va essayer de retenter, de reconnecter sur cette personne-là. Tant que la personne ne coupe pas le tuyau qui existe aujourd'hui, on est sur une emprise, effectivement, et elle ne peut pas raccrocher, entre guillemets, donc, ok, on coupe. La personne va essayer de la recontacter. La recontacter, ça veut dire qu'elle fait un acte matériel pour reprendre un numéro de téléphone ou rechercher son numéro et revenir. Et quelque part, ce ressac matériel va montrer et apporter des preuves tangibles qu'une personne est en train d'agresser une autre personne et qui, là, à ce moment-là, ça devient quelque chose de judiciable et judiciaire, à mon avis, vu qu'on a des preuves et des preuves tangibles. Dans son cas, c'est elle-même qui va lui donner son numéro de téléphone. Il y a un consentement là. Non. En fait, c'est la grenouille d'hier, hein. C'est dans l'eau froide et le gars, il la maintient. Mais c'est une privation de liberté. Il faudrait peut-être commencer. Elle n'est pas en mesure de se détacher de l'emprise. Et il faudrait la remplacer par autre chose. Elle est sous tutelle ou sous curatelle? Curatelle. Alors encore plus, à la rigueur, mais même sous tutelle, on n'a pas le droit de priver quelqu'un de... Ah ouais, vous n'avez pas le droit d'aller venir Il faudrait la remplacer, il faudrait qu'elle voie quelqu'un qui l'aide en fait dans un premier temps à remplacer cette emprise par autre chose. C'est comme les addictions. Oui, c'est ça. Ouais. En fait, elle doit traiter une addiction. C'est exactement le même mécanisme. Et le quelqu'un, c'est une association, c'est une personne, c'est qui? Qui est cette personne? Ah ben, il faudrait un psychologue qui connaît ce genre de... Moi, elle est sur Toulouse. Saint-Gaudens plutôt, un peu Haute-Garonne. D'accord. Mais moi, je pense aussi... Moi, je peux lui donner quelques adresses. Hein. Moi, je pense aussi qu'il faut considérer qu'il y a des personnes... c'est structurel chez elle. Moi, j'ai une majeure qui a une quarantaine d'années qui est sous tutelle, qui est dans un ESA, dans un foyer. C'est une personne qui a tellement besoin d'amour et d'affection qu'elle n'envisage pas le fait d'être seule.
Et donc elle a des espèces de relations amoureuses avec des résidents du foyer qui à chaque fois abusent d'elle, lui piquent son argent systématiquement. D'ailleurs j'ai été nommée parce que son ancien compagnon est allé lui voler jusqu'à 6 000 €. Voilà, il lui faisait faire des trafics de vente, enfin de tout un tas de choses. Clairement, moi ça fait 10 ans que je m'en occupe de cette jeune femme. Je peux pas, je pense qu'il n'y a rien qui peut la guérir de ça parce que c'est structurel chez elle avec son handicap mental. Parce que quand même si ta jeune elle était en IME, c'est qu'elle a quand même un handicap. Alors, non, je pense que c'est une grande fragilité due à des conditions de vie familiale très compliquées. Je pense qu'elle a subi des violences qui ont fait des dégâts. Oui, qui se traduisent par une fragilité, peut-être un handicap, une limitation. Oui, mais il y a des choses qui se sont, des connexions qui se sont inévitablement modifiées dans son cerveau. Il faut faire quelque part un peu le deuil et lâcher prise sur vouloir l'empêcher, parce qu'on peut pas, moi je peux pas empêcher cette jeune femme qui s'appelle Sandrine. Il faut réduire l'hémorragie, mais on ne peut pas arrêter l'hémorragie. Le seul moyen que j'ai, le seul rempart, c'est effectivement de faire en sorte qu'elle n'aille pas retirer avec n'importe qui. Surveiller avec les éducateurs du foyer, qu'elle ne parte pas en vacances avec n'importe qui. On est très attentif à tout ça, parce qu'on sait que quand elle est en dehors du foyer, elle est encore plus vulnérable qu'ailleurs. Et que tout de suite, si on lui donne 50 €, en fait les 50 € qu'on lui a donnés pour elle, et ben, les file à Bruno ou à Denis, elle a besoin d'exister, acheter des choses. Bon voilà, moi j'ai lâché prise de vouloir régler ça. Parce que, vous avez droit de regard malgré tout sur les gens qui l'entourent, parce que vous avez dit que vous ne pouvez pas intervenir pour elle, mais est-ce que vous avez droit de regard sur on a la protection de la personne, donc notre mission dans ce cadre-là, c'est de faire en sorte de s'assurer qu'elle n'est pas victime d'un abus de faiblesse, etc. Voilà, mais on ne peut pas l'empêcher de fréquenter qui elle veut. Ah voilà. Voilà, sauf s'il y avait un danger, etc. Auquel cas, là, on peut demander une mesure d'éloignement. Mais il faut qu'il y ait un danger réel et avéré. Ce qu'on va vous proposer, c'est d'enchaîner par rapport à ça. Donc là, ce qui est intéressant et ce qui est dramatique, c'est qu'on voit, au-delà de la pluralité des intervenants, la pluralité des situations. C'est vrai qu'il y a un référent pour les institutions, les entreprises. Qu'à ce niveau-là, il n'y a pas grand-chose. La difficulté, c'était ce que vous disiez, c'était d'arriver à appréhender, de comprendre qu'on était dans cette situation de fragilité, ou de pouvoir mettre des mots sur des mots et d'expliquer. Oui, c'est ça. Et c'était justement, ce sont des choses qu'on a fait aussi avec des enfants qui étaient particulièrement vulnérables. Et pour revenir à la méthode, tester un peu ici ce que ça peut être, entre autres. Donc moi, j'ai amené... donc je vous passe, ça vous l'avez, la structure du projet, etc. Donc il y avait plusieurs donc les actions universelles, en fait c'est 4 ateliers. Atelier 1 sur le harcèlement, atelier 2 sur les émotions, atelier 3 sur la résolution des problèmes, atelier 4 sur le comportement, le respect, l'amitié, le comportement prosocial. Donc il y a plusieurs activités, parce que je vous disais il y a des manuels, etc. Mais on a choisi de jouer avec vous aujourd'hui à l'atelier 2, qui c'est tous les ateliers de 2 heures. Donc c'est sur les émotions et la régulation émotionnelle. Ce qu'on disait, ils savent le reconnaître, mais ils ne savent pas le reconnaître chez eux, parce que c'est donc le cerveau des émotions qui est touché. L'emprise, en fait, il se situe au niveau des émotions. Donc c'est même pas la peine de lui expliquer rationnellement ce que c'est, parce que l'autre ne l'entendra pas. C'est-à-dire, c'est comme s'il y avait un barrage entre le cerveau des émotions et le cerveau rationnel. C'est que le barrage est souvent, ça peut être de la culpabilité, la peur. C'est comme si le cerveau était un réseau d'autoroutes, il y a plein de connexions. Et tout ce qui relève de l'émotionnel est coupé de ce qui relève de la rationalité. Donc il faut d'abord enlever ce barrage pour que la rationalité puisse prendre la main sur l'émotionnel. Donc c'est pour ça, donc l'émotionnel, il faut apprendre à le reconnaître. Déjà, nous les adultes, on a beaucoup de mal à reconnaître et à gérer nos émotions. Donc pour ces enfants qui vivent ces situations si difficiles, etc., qui deviendront un jour des jeunes majeurs probablement protégés, on pourrait éviter, voilà, pour faire en sorte, notre idée c'est qu'il pourrait en avoir moins. En tout cas, certaines situations pourraient être déjà résolues auparavant. Donc l'idée c'est que
les participants à cet atelier apprennent à reconnaître les émotions, surtout à mettre des mots sur des émotions, comme ils doivent être exprimés et la stratégie pour réguler les émotions. Donc nous allons faire ensemble la carte des émotions. Voilà, et ce que nous propose Gabriela, c'est un petit voyage dans le temps, pour certaines gagner au moins 10 ou 20 ans, et de revenir au temps des adolescents, puisque nous allons nous mettre dans la peau d'un adolescent. Oui, en fait, on peut le rajouter faire. des années, s'il te plaît, pour l'adolescent. Je voulais pas être trop... Voilà, merci. Alors, ce que l'on va faire, c'est que vous êtes combien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, on va super, on va faire 2 groupes de 4. Oh, dis donc. Ah oui, oui, 2 groupes de 4. Commencez à faire donc les 2 groupes. Vous pouvez vous mettre dans le coin là, parce que vous allez devoir travailler ensemble. Hein? Vous allez faire, venez, on va faire vous le faites vous-même. Donc vous devez vous mettre d'accord et avant tout choisir une émotion. Laquelle des émotions vous allez représenter. D'accord? De ce côté, d'un côté, vous faites un petit smiley, je vous montrerai déjà une émotion déjà décrite. Quelles sont les causes? Qu'est-ce qui se passe avant? Vous devez être d'accord. D'accord? Chacun, ou sinon chacun va dire quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'on ressent? Quelle musique, quelle couleur, quel son, quel film j'associe à cette émotion? On associe à cette émotion. Et ensuite, comment je me comporte? Quelles sont mes réactions suite à cette émotion? Comment je me sens? Qu'est-ce que je ressens exactement? Je vais vous montrer un slide d'une émotion déjà décrite. Qui peut être une émotion positive ou négative, hein. Ça ne va pas forcément être une émotion de souffrance, ça va être quelque chose de même. La salle est longue. Voilà. On pense à ça tout de suite. Voilà. Positif. Et puis pas moi. Positif. Donc, et en fait, à la fin, c'est pour ça qu'on on vous a poussé à passer à l'atelier, parce qu'en fait, après chaque groupe, présente son émotion et voilà, présente et décrit pourquoi, qu'est-ce qui a fait qu'ils se sont mis d'accord, etc. Nous on va prendre le temps qu'on a à disposition, mais voilà, je vous invite, vous pouvez aussi vous déplacer, vous mettre par terre. Bon, il y a de la moquette, mais voilà, allez-y. Oui, si vous voulez. Magicien, vous savez qu'il savait faire beaucoup de choses, monsieur Véran, mais jusque-là, vous pouvez l'enlever du coup sur l'écran. mais moi je vous le laisse comme exemple. Mais après vous faites vous vous mettez ensemble et vous discutez. Si vous êtes trop, si vous êtes trop, vous pouvez vous déplacer. Il y a un groupe qui peut se déplacer. Ok? Donc vous avez exactement. On va respecter la vidéo, on va tout capter. La bouche comme ça, là, en zigzag. On ne crie pas trop fort. Moi déjà ça commence bien, je l'aurais fait en paysage. Pas en portrait, mais bon. Vous allez voir déjà dans le groupe les dynamiques qui vont se créer. Il y a le leader, il y a le suiveur, de suite. Allez-y. Ouais, mais bon. Ça aurait été bien de faire plusieurs. On aurait pu en faire trois. Après, on n'a pas le temps de la présenter. Allez-y, donc vous avez un quart d'heure maximum. Eh oui. Non. Là, c'est nous. Moi j'ai voulu créer un biais cognitif, mais avec non, on est adulte, on raisonne avec nos propres moments de colère. Voilà. C'est en colère parce que. Mais je sais, mais ça c'est pour l'afterwork. Dis ma vie 2. Non mais ce qu'on disait, en colère parce qu'il y a eu une situation, qu'on n'a pas les outils et que vous n'arrivez pas à agir. Dans quelles circonstances vous voyez, pour qu'on commence à... Que s'est-il passé avant? Que voyez-vous pour amener la paix? Qu'est-ce qui pour vous... Non, il paraît que non. C'est la connerie. Oui, non mais voilà, si on voit qu'est-ce qui pourrait... N'oubliez pas de faire le smiley, hein. Oui, on va faire le smiley. Mais c'est pas un smiley, c'est un peu
de cette chaîne. Non, quand on le fait, Elle nous donne des idées pour dire qu'est-ce qui fait que je serai content. Là, il y a 3 situations différentes. Et donc, il a fait ado, alors. Oui, il a cité l'exemple de majeur protégé, il me fait du chantage au patrimoine de sa du chantage de la part d'un membre de la famille sur le patrimoine de sa grand-mère. Je peux vous la dessiner. Ah oui, oui, parce qu'il essaie de me manipuler et que je supporte pas le chantage, quoi. Ben oui, entre adultes, franchement. Des chantages. Ah, vous êtes déjà C'est une infraction. Là, on va peut-être quelle musique, quelle couleur? La couleur rouge. Ouais. Il faut participer, Tatiana. Oui, rouge, la réponse est rouge. Tu vas pas venir là. Musique. Elle voulait pas aller sur les genoux de la voisine, mais qui vient de partir, en effet. Alors, ça va. c'est dommage que c'est mais si tu veux, j'ai une autre situation de colère. Non, musique. Alors là, un film qui me met en colère. Qui représente. Il y a des cinéphiles parmi vous? Oui. Les servantes écarlates. Rouge, pourpre là où. Oui, mais en français, la c'est couleur de. les servantes écarlates. Ah. Nomadland, là, que j'étais voir la semaine dernière, ça peut susciter de la colère, effectivement. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est tiré d'un film où c'est des femmes qui sont mises au rang de juste génitrices et qui sont violées sans arrêt par... Enfin bon, c'est une société absolument terrible. Et ça, non mais on aurait pu partir sur un truc un peu plus gai, mais c'est pas grave. Non mais c'est vrai, pas franchement. Putain, je dis, on va arriver à midi, ma femme, je vais lui en mettre une, qu'est-ce qui se passe? Je suis en colère. Il vient de sortir de la télé, qui m'a inspiré. La gueule, c'est un peu chiant des fois. Non mais vas-y, on va essayer juste de dire que voilà, on va garder cette barrière. C'est un Nomadland, tu peux là, mettre. vivre une situation d'injustice. Nomadland, parce que là, c'est caractérisé déjà, alors qu'il faut décrire, c'est de ce que je comprends, décrire une situation, on la qualifie. À la rime, on la décrire. Elle subit un chantage pour obtenir un avantage. Le petit-fils d'une majeure protégée, oui, me fait du chantage pour obtenir un bien. Un avantage patrimonial. C'est quoi le chantage pour le petit-fils? Je ne veux pas signer une vente. Donc il est co-indivisaire. Voilà. Si on ne lui donne pas tel bien. Un autre bien. Si on ne lui donne pas l'appartement de Toulouse, il refuse de signer la vente du chalet de Portet-Puymorès. Vous savez tout. Et là, ça me fait penser à ces filles qui sont génitrices. Oh putain. Ça me met en colère. Écarlate. Tout est pas servante. C'est ça. Moi, je vais mettre un autre exemple. J'ai vu, c'est vrai, en plus, quand j'étais au Portugal, j'ai vu une personne écrasée, délibérément. Carrément. Volontairement. Oui, parce que ça l'amusait en fait. Non. Un oiseau. Ah bon, j'ai peur. Je me suis dit, j'ai vu une personne se faire écraser. Là, il fallait plus vite là. Parce que là, putain, c'est le suspense. Un oiseau et sourire après le résultat. Voilà, après le résultat. Ça m'a beaucoup mis en colère. Ah, c'est pathologique là. Alors ça fait rire les oiseaux. Moi, c'est pas logique. Parce que moi, c'est pas logique, c'est ça? Non, mais voilà, commencez pas à être dans le jugement. Non, alors, les règles de base, bienveillance, pas de jugement. Mais d'où tu vas sortir ça, toi, ça va. Du coup, je sais pas si vous avez d'autres exemples. Oui, moi j'en ai un. Chacun le sien. Donc, on travaille une semaine en hospitalisation complète avec une jeune ado de 12 ans. Tous, infirmières, kinés, les médecins, pédopsie, etc. On fait le lien avec les services qui vont l'apprendre à accompagner à l'extérieur. Cette jeune fille, en fait, elle a fécalent, c'est une matière fécale stagnante dans le rectum bien coincé.
abondante. Chez vous, quand même. Bah oui. C'est vrai, c'est sphincterologie, c'est Ah oui, pardon, c'est voilà, ça. sphincter. Et si vous voulez, tout le monde fait au mieux, tout le monde fait au mieux. Il y avait une mesure de protection à l'animal de sa mère. Elle ne devait pas être dans le soin. Mais je ne sais pas pour quelle raison. Elle a obtenu quand même lever de cette sanction au cours de cette semaine-là. On a organisé même, parce qu'on ne pouvait pas avancer dans le soin, qu'elle y va en CHU pour l'anesthésie, pour aider à sortir à ce qu'elle a comme problématique. Et la mère avec son petit papier, ça je ne comprends pas, il n'y avait pas de communication, donc comme je vous dis, j'ai besoin des avocats, c'est là pour ça. Donc la sanction par quel moyen, je ne sais pas, mais elle était levée au cours de la semaine, on a été extrêmement surprise par la rapidité des choses. Donc la petite sort le jeudi soir, avec son fécule, on l'a perdu dans la nature, jamais plus vu. Donc moi j'étais frustrée, parce que je me suis pliée en quatre. Frustration. Ah, c'est pas... C'était la colère. Parce que là, ça fait chier, mais c'est pas le mot. C'est la colère, c'est la colère. Oui, c'est au-delà de la frustration, là, c'est il y a des émotions rouges. Je pense que tu étais en colère. Oui. Mais du coup, comment on le traduit là? Et bien, colère, la couleur, on est d'accord. synthétiser colère. Non, synthétiser la situation. Non, il faut synthétiser la synthétisation. Oui, on ne pourra pas en faire plein d'exemples. Impuissance. Là, il faut qu'on en prenne un. Si ça t'a permis, Tatiana, de libérer, c'est bien. On voulait partager avec toi cette mais je pense qu'il vaudrait mieux qu'on parte sur un cas qu'on essaye de dérouler en entier. Non, on déroule le fils qui était peut-être le simple plus habituel. C'est-à-dire qu'il y a un handicapé qui marche derrière, il y a un jeune qui est handicapé avec sa démarche de handicap. Donc qu'est-ce que je fais? Alors déjà, donc la couleur, on est d'accord. La couleur, on est sur le rouge. Le film, à part celui-ci que tout le monde n'a pas vu. La musique, alors là... Iron Maiden. On va commencer. Qu'est-ce que je fais? Comportement-réaction. Donc ça veut dire qu'il va quand même qu'on choisisse une situation. Ah oui, parce que comment ça se passe? Non, mais alors, il y a les trois, il y a les trois, plusieurs, je pense. Non, mais il y a peut-être intérêt d'aller en faire un en entier. Parce qu'on n'aura pas le temps. Accessoirement, 11h, on a fini. Si, on va mettre on est raté. Comportement, réaction. Mon cœur bat fort dans les réactions de corps. C'est ça, alors, vas-y, qu'est-ce que tu fais alors? Alors moi j'ai réagi, j'ai applaudi et je lui ai dit bravo, et il s'est arrêté, il est venu vers moi, j'ai applaudi et je lui ai dit bravo, j'ai fait ça, il y a pas de baigne. Bravo, c'est bien parce que tout le monde connaît ce terme dans toutes les langues. Donc j'ai applaudi, je lui ai dit bravo, et super. Et il a arrêté de sourire, parce que du coup je l'ai un peu affiché. Ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps de dire bravo, mais c'était du coup. Vous avez fait quoi? Moi je suis allée le voir et je lui ai dit maintenant vous êtes fiers de ce que vous êtes en train de faire? Voilà, donc tu lui as oui. Mais là on avait dit qu'il y avait des témoins inactifs, là vous êtes des témoins actifs, acteurs. Oui, en fait, qu'est-ce que je fais? Donc, non, mais c'était pas un reproche une fois de plus. Hein, alors je lui ai parlé et je suis allée le voir, je lui ai dit vous êtes fiers de ce que vous êtes en train de faire? Lui il n'était pas portugais et en français il vous a dit mais qu'est-ce que de quoi je me mêle? C'était portugais? Non. Non, moi c'était portugais, c'était à Lisbonne. On fait tout mélanger. Mais oui, mais complètement. Toi en fait t'es un agitateur. Mais exact, mais voilà, moi on est mélangeurs. C'est ça, hein. Par rapport au chantage. Alors moi j'ai pris la fuite dans un premier temps. C'est intéressant. Oui, j'ai choisi l'option de fuite en ne répondant pas à son courrier dans lequel il me faisait ce chantage, en estimant que comme il me faisait du chantage, je n'avais pas à répondre. De notre côté, il y a une trace écrite, donc là c'est pénal. Oui. Et ensuite, non, c'est quand il a réécrit. Je te rappelle, tu en avais parlé de cette situation et toi, c'est vrai que toi tu le vis comme une fuite et moi je t'ai dit non, ne pas répondre, c'est déjà une réponse et pour moi c'est. Oui, mais en fait c'est parce que j'avais peur que je finisse par écrire au juge en disant ouais j'ai fait un courrier à Madame Deschères, elle m'a même pas répondu. Non, mais j'ai fait un courrier disant que je voulais la faire chanter. Mais oui, mais ça c'est les MJPM, on est toujours en train de culpabiliser. Voilà, donc en fait oui, ma réaction ça a été de ne pas répondre. Et d'en parler à tout le monde. Et d'en parler en groupe d'analyse de pratique professionnelle. Voilà.
pour gérer parce que je le vivais comme une procrastination en fait. J'étais dans ma tête, j'oscillais entre. Oui, je tournais le gros problème c'est pas bien, je procrastine et finalement c'est normal puisqu'il me fait du chantage. J'ai pas besoin d'y répondre. Donc du coup, vous étiez en colère, mais vous étiez aussi frustrée. J'étais en colère contre moi et contre lui en fait. Mais oui, j'étais en colère. De toute façon, je suis toujours en colère. Pourquoi cette volonté de mettre de la frustration à toutes les étapes de notre vie là? Et du coup, qu'est-ce que vous avez ressenti dans votre corps? Réaction psychologique et physiologique. Vous avez eu des boutons, vous avez eu des chaleurs, Le cœur qui tape. Oui, voilà, c'est vrai, oui. À la réception du courrier, oui, le cœur qui tape. Alors, je me souviens que c'est moi qui ai su proposer la colère. J'ai rien dit, mais je vois que tout le monde a des choses à dire. C'est curieux, c'est marrant. Oui, ça n'existe pas. Et quand tu reçois colère, comment tu agis? Ah, moi, ça dépend. Ça dépend si c'est personnel ou professionnel. Ah, est-ce qu'on fait la différence? Est-ce que l'émotion, dans le niveau de colère? Oui. Non, dans la manière de traiter la chose, parce qu'il faut avoir une réponse professionnelle en face. Oui. Si mon fils me dit quelque chose qui ne va pas, je peux mettre en colère la petite, je peux réagir. Non, je ne réagis pas dans ma situation. D'accord. Ah, voilà. Oui, parce que... Oui, donc c'est la colère. Donc là, on est plus dans la colère. Qu'est-ce que je ressens dans mon corps? Quels sont les mécanismes psychologiques Oui, on est obligé. Donc mes yeux sont grands ouverts, mon cœur bat très fort, je ne peux plus bouger, j'ai les mêmes watts. J'ai le cœur qui bat fort, oui. Quelque chose qui boule. Quelque chose qui boule, voilà. Alors qu'au début, non, ça me mettait. J'avais de la boule au ventre. Ça pouvait mettre la boule au ventre. Je n'ai plus ça, c'est terminé. Et dans mon bureau, je l'insulte. Putain, il me fait chier celui-là, j'en ai ras le bol. Voilà, ça dépend si on est au téléphone ou en présence. Ça c'est je crie fort avec joie. Mais on peut crier fort. C'est ça. Toi aussi, tu as dit, mais bon sang, c'est pas possible. Qu'est-ce qu'on fait avec cette Moi, je vais à la plage, je vais vers mon établissement et je parle à la mer. J'ai pas la mer à côté de chez moi, c'est ça. Donc là, finalement, on ne propose pas de solution, on est juste de dire qu'est-ce qui s'est passé. Donne-nous une émotion, explique-nous pourquoi il y a cette émotion, quelles sont les images de films, de musique et a priori de couleurs que ça t'inspire. Comment tu as géré ça? C'est bon? Vous en êtes où? Il nous manque la musique. Si, moi j'ai dit Iron Maiden. Ah, mais laquelle? Rien, je connais pas. Ah non, je connais pas. Ça c'est boum 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 boum. Est-ce que vous avez, même si vous n'avez pas et le corps physique, on va prendre le temps surtout de le présenter. Donc chaque groupe choisit un porte-parole. Oui, le palpitation, la sensation de bouillonnement dans la poitrine. La sensation de chaleur boule au ventre. Maintenant, c'est plus ça, moi, ça Et oui, parce qu'on a pu la maîtriser avec chose qui monte. On parle d'œsophage central. Bouillonnement, chaleur, d'accord. C'est le chauffage central chez les portugais. Ah, j'aime bien ça. Notre chauffage central en très guillonné, c'est très bien. Ça parle pour soi. Alors, bien nommer un porte-parole qui va présenter l'émotion. Non mais regarde, nous avons Lilian. Oui, bien sûr, mais moi je suis pas en colère, moi je suis seule. Vous pouvez rester sur place, hein, pas besoin qu'on revienne. Comme ça, on aura le temps après de conclure, comme le temps passe trop vite quand on fait ces choses-là. Bon, alors, quelle est votre émotion et qu'est-ce que vous avez? Vous voulez déjà nous montrer votre... Waouh! Quel est le porte-parole? La colère. Alors, qu'est-ce que vous avez Quel est le porte-parole? Monsieur. Allez-y. Rapporteur. Mais non, mais moi je suis aussi dans la co-animation, je peux pas être partout, mesdames, ça me gêne. Mais, vous voulez? Allez, la prise de notes. Alors, écoutez, branchez-lui le micro, s'il vous plaît. Voilà. Oui, la colère a été le sentiment qui a été proposé. J'ai appuyé, la colère a été le sentiment qui a été spontanément proposé par une personne de notre groupe, donc on a toutes et tous validé. On est positif, on est comme voilà. ça. Donc il y a eu
Au niveau des causes, ça peut être des expériences personnelles ou professionnelles qui ont amené à ce sentiment-là. Par exemple, est-ce que vous entendez? Oui. Par exemple, par exemple, alors il y a une personne qui dans la rue a vu une autre personne mimer un handicapé et ça l'a mis en colère d'assister à cette scène-là. Ou dans le cas d'un voyage, de voir une personne qui à vélo écrase volontairement un oiseau au sol et être heureux, satisfait de ce résultat et de sourire, donc là aussi ça a mis en colère. Ou dans le cadre professionnel, de recevoir en fait dans le cadre d'une opération une demande qui pourrait s'assimiler à du chantage. Une personne qui refuse de signer un acte juridique important au prétexte qu'il lui faut une contrepartie et elle bloque une situation et du coup ça met en colère. Voilà. Ça c'est les 3 exemples personnels ou professionnels qu'on a dégagés. Sur la réaction par rapport à ces expériences-là, alors par rapport au fait d'avoir assisté dans la rue à ce qu'une personne mime un handicapé, la personne est allée au contact et est partie parler à la personne qui avait fait ça en lui demandant, en la questionnant, est-ce que vous êtes fière de ce que vous avez fait? Et donc il y a une réaction après avoir assisté à la scène. Pour l'oiseau, pareil, il y a une réaction, c'est d'applaudir la personne qui était satisfaite de son action et de lui dire bravo, et ça l'a en fait déstabilisée, elle a arrêté de sourire. Et par rapport au refus de signer l'acte juridique, la première réaction était de prendre la fuite, en fait de ne pas répondre à la demande et de se tourner vers ses collègues, des professionnels, pour essayer de trouver une solution apaisée. Sur les sensations corporelles et psychologiques, alors... Qu'est-ce qu'on ressent quand on est en colère? Alors, oui, donc le cœur qui tape, un bouillonnement, une chaleur qui monte dans le corps, un regard noir qui exprime aussi la sensation vis-à-vis de l'autre pour manifester sa colère de manière non verbale mais plutôt corporelle. On a mis pas les insultes mais les gros mots. Putain, il m'a fait chier. Comme ça, c'était dans le comportement, la réaction. Donc la réaction comportementale, c'est ça. Donc ça peut créer de la violence, ça peut créer de la violence verbale ou physique, voilà, qui soit contrôlée, maîtrisée ou pas. Ça peut entraîner effectivement de la violence verbale et physique. Au nez film et des couleurs, on n'avait pas toutes les mêmes références cinématographiques. Alors la couleur, le rouge, musique Iron Maiden ou du hard rock. Et pour les films, Les Servantes écarlates ou Nomadland. Des trucs bien plombants quoi. Genre de partir le samedi, je suis en colère, je sais pas pourquoi, mais tout avait bien commencé. Attends, la poste, s'il te plaît, je t'appuie. Tiens, passe-moi le marteau. Savoir accueillir une agression. On va travailler là-dessus. Merci. Un petit peu de temps, on ne peut pas tout décortiquer, c'est dommage, parce qu'il y a quand même des pistes très intéressantes. En fait, la colère, parce que c'est une réaction due au non-respect de la règle. C'est un peu ça, un non-respect quand même d'une valeur, de quelque chose qui est important pour vous. Voilà, pour nous, en tout cas. Alors, par contre, ce qui peut me mettre en colère, moi, c'est ça un peu l'objectif, n'est pas forcément la même chose pour quelqu'un d'autre. Mais par contre, regardez les réactions. On a tous les mêmes réactions. Donc, reconnaître la colère chez quelqu'un n'est pas une démarche trop compliquée. Hein? Moi, jusqu'au regard noir, c'était l'amour. Hein. Le qui bat, je bouillonne. C'est ça. Mon regard noir, je me suis dit mais nous, on bouillonne ici. Hein, c'est pas le même endroit, peut-être. Bon, l'autre groupe, il a. Donc, qu'est-ce que vous avez choisi comme émotion? La mouche. Attendez qu'on est fini. Alors, il y a le porte-parole. La peur, c'est pas fini.
passé avant, on a choisi... Alors, juste pour information, il nous reste 7 minutes 50. Ok, je vais être concise. En 3 minutes, c'est fait. Ouais, si on prend 2 minutes de plus pour se dire au revoir. Ah, d'accord. Donc, on a choisi dans un premier temps plusieurs... La place des émotions, donc on fait en sorte que les émotions prennent plus de place. Par exemple, dans le cas de cette fille sous emprise, le travail intéressant, ça serait de dire comment est-ce que tu te sens à l'idée de couper le téléphone. Et qu'est-ce que ça veut dire? C'est de là où il faut, voilà, pour qu'elle se dise, oui, effectivement, qu'est-ce que je peux mettre à la place. Nous avons, je vous avais amené les cartes, les émoticartes. Quelqu'un d'entre vous peut-être les connaissent. Donc les cartes des émotions. Voilà, c'est ça. Et l'idée de ce jeu avec les enfants, c'est de dire, voilà, ça c'est l'émotion négative, soi-disant négative. Et dans le jeu, c'est qu'est-ce que tu veux, quelle émotion tu veux mettre à la place. C'est-à-dire par quoi je peux remplacer ça, parce que si je veux me débarrasser, par exemple, de ma colère, et je dis non, la colère, c'est pas bien, etc., en fait, je jette à l'eau l'émotion et aussi la solution. C'est-à-dire que le travail des émotions, c'est qu'il faut faire d'abord un travail d'acceptation, c'est-à-dire, voilà, qu'est-ce que cette colère est en train de me dire, et qu'est-ce que je peux mettre à la place. Je ne la rejette pas, parce que sinon, je rejette aussi la solution. Et c'est de là où c'est ce mécanisme-là dont elle a besoin. Parce que si on lui demande de couper, de s'éloigner, de refuser d'être... C'est pas possible, elle n'y arrivera pas. Est-ce que vous croyez qu'on peut proposer justement avec les émoticartes? Vous allez me montrer peut-être une? Peut-être. Ça, on va le faire après. Oui, bravo. Top. Donc effectivement, je vais noter que nous avons fait donc ce petit test. Donc du coup là, nous avons encore de citer quelqu'un ouais. Par rapport à la délation. Tout à fait. Et du coup, c'est un blocage aussi. En disant, si je dis ça, je vais le stigmatiser. Et donc, est-ce que c'est bien lui? Ouais. Est-ce que je ne me trompe pas? Oui, c'est ça. Ça, c'est un gros souci, effectivement, là. Dénoncer quelque chose que je ne maîtrise pas vraiment et que je ressens. Ouais. Oui, c'est-à-dire, si j'ai le doute... Et que si le doute... oui, non, mais c'est-à-dire que si au moment où je ne suis pas sûr, du moins, je suis persuadé d'être harcelé, mais j'ai quand même un doute, parce que si je le dis et que je bousille l'autre, ou l'enquête, les impacts, les machins, donc on a plus peur des effets induits de la démarche. Et surtout, la nécessité et surtout le référent ou le témoin. Parce que le référent et le témoin ont encore plus peur que le harcelé lui-même. Ouais. Si moi j'estime que j'ai découvert celui qui était l'auteur, je vais aider le harcelé en disant c'est lui ou elle, mais quelque part, est-ce que vraiment ce n'est pas de la délation, est-ce que c'est vraiment exact et fondé? Ça c'est un point intéressant. Et du coup, je vais peut-être être un témoin silencieux, ouais. Parce que justement, et au moment où ça s'est avéré, on dirait je m'en étais rendu compte mais j'ai pas osé. Oui, mais sensibiliser à la libération de la parole, donc à cette qu'on appelle voilà, dénoncer, ouais. Bon, au-delà. Ça veut pas dire aller à l'encontre de l'auteur. Ça veut dire aider la victime. Oui. Et des fois, c'est aussi aider les auteurs à prendre conscience. Et aider une victime en détresse, c'est un acte civique. C'est presque, alors pour certains professionnels, notamment les professionnels de l'éducation, les fonctionnaires d'État, c'est une obligation. D'accord. Et pour les enfants, les copains, c'est un acte civique. C'est ça de dire, c'est pas porter préjudice à quelqu'un, c'est aider quelqu'un d'autre. Mais il faut l'expliquer. Oui, selon le prisme par lequel tu regardes, forcément... Et des fois, c'est aussi aider l'auteur à prendre conscience que, en tout cas, comme on a vu dans les phénomènes qu'on retrouve même à l'entreprise, mais surtout à l'école, dans les centres d'accueil, etc., il y a le groupe. Oui. Et à l'adolescence joue un rôle très important. Mais il y a toujours quelqu'un qui gère ce groupe. Donc, on va sensibiliser surtout les enfants qui font partie de ce groupe. Là, il y a des changements. Les petits chefs et les petites chefs, on les retrouvera très probablement au milieu professionnel dans quelques années faire les mêmes choses. Tant pis pour eux, s'ils ne prennent pas conscience et ne veulent pas. Mais bon, si on estime que
voilà, c'est quoi, le 3% de la population, ben, le 97% peut vivre quand même heureux en les gardant un peu à distance, les rendre un peu inoffensifs. Bon. Ça, c'est de l'ordre du rêve, mais bon. De l'État, quoi. C'est ça, c'est le monde aujourd'hui. C'est la France. Hein. Voilà. Alors, la libération de la parole. Si on peut faire quand même, enfin je pense que là, en exposant mon cas et en écoutant la problématique, c'est ce qu'on peut faire, c'est vraiment travailler en amont. Hein, c'est la prévention et je pense que... Ça aurait dû travailler déjà sur... On l'a dit depuis le début, hein, la prévention, c'est l'éducation. Voilà, les personnes particulièrement vulnérables déjà dans des structures d'accueil, etc. Et effectivement, utiliser des méthodes comme celle-ci les aide à renforcer oui, le côté émotionnel, à réfléchir à des résolutions des problèmes, à l'empathie, la collaboration, ce qu'on appelle le comportement prosocial. À défaut de changer la situation, si on changeait la perception, c'est ce qu'on disait aussi hier dans l'atelier prévention. Donc là, ce que vous faites, c'est la prévention tertiaire. Je suis face à une situation, j'arrive en mode curatif, je dois trouver la solution. Alors que toutes ces interprétations, cette adaptation et ce préalable, il est dans le collectif, comment j'anticipe, comment je prépare et comment j'outille un maximum. Il y a aussi un phénomène actuel qui est pour moi, bon, évidemment catastrophique. C'est nous sommes dans un gavage d'images et médiatiques, et je dis bien gavage, c'est-à-dire vraiment on est dans le sud-ouest, c'est-à-dire que nous sommes là, nous recevons de l'information, nous recevons des réflexions, nous recevons et nous ne réfléchissons plus. Nous n'avons plus le temps et on ne laisse plus le temps de réfléchir ou de réagir. Là, ce qu'on vient de faire ce matin, on vient de réagir par rapport à quelque chose. Et vous avez vu qu'il a fallu qu'on nous donne un schéma pour pouvoir quand même se mettre nous-mêmes en phase avec la bonne réflexion. Et aujourd'hui, je me rends compte que de plus en plus, je me retrouve dans des situations, quand j'interviens dans les entreprises, où les gens écoutent, et lorsque j'essaie de créer une interactivité, c'est très difficile. Parce qu'on reçoit de l'information et on n'a plus cette possibilité de réagir. Et donc on se retrouve dans des situations de plus en plus lisses et il n'y a plus d'interaction. Et du fait, ceux qui viennent harceler, c'est ceux qui sortent un petit peu du lot et qui vont manipuler, comme vous avez dit tout à l'heure, bon, je carreau d'État, mais on est dans des manipulations permanentes et nous les vivons déjà, nous les subissons. Quand on pense de l'auteur, quelque part, c'est le politique. Peu importe le truc, c'est le politique qui va manipuler tout un peuple. Et aujourd'hui, nous sommes avec les réseaux sociaux et tout ce que nous subissons, nous sommes dans un système de gavage où nous sommes là devant un écran et tous les soirs on vient appuyer pour que l'auge s'ouvre et que nous ayons de l'information. On avait l'émission réception, jamais dans le sens. Ouais. Jamais. Chez nous, il n'y a qu'un truc qui réfléchit, c'est le miroir. Voilà, le mot de la fin. Celui-là, il était pas mal. Hein, oui, on a quelque peu... Aimons nos émotions. Moi, j'ai envie de dire, mettons-les au centre de notre travail. Complètement. Et comme disait François Valéry, aimons-nous vivants, n'attendons pas que la mort nous trouve du talent. Merci. Voilà, merci à toi. Bon, super, alors, super. vous l'aurez vu, l'atelier sur le handicap, la sensibilisation a été très efficace. Merci. Vous trouverez sur la pause dans la salle centrale les éléments, un petit éventail. La première fois que je la vois une personne, dans des textes, là. Et après j'avais rajouté Voilà, on vient de par rapport à la chaîne et
danse. Je danse comme je danse de votre pratique. Voilà, je danse de votre pratique. Donc vous allez regarder si c'est facile au début, mais le tableau est pas mal. C'est bien ce qu'il a fait. Ah, c'est bien, ça fait comme c'est là, comme il est capable de faire. Ça a du sens, Ça m'intéresse et j'essaie d'intervenir et de donner comme aussi parce que j'ai fait de barreau, j'ai fait l'après-midi sur la version de la communisme et à l'école des Français à la Bon, Didier, merci les gars. Ça c'est le travail à faire. On va pas que j'ai pas mis du codage, la sortie du codage, en fait. Lui, il a connu aussi. Moi, je connais toujours, mais c'est lui, il ne faut pas mélanger. Le temps, comme vous voulez, je vous laisse le choix. Moi, tu me parles de grave, moi je donc t'as bien mis un live, hein? C'est ça que tu disais, hein? Oh, ok. Ouais, j'ai faim, il m'a dit c'était bien, j'ai fait vous. Donc vous voyez, hein, 2 ans d'emprisonnement et 30 000 € d'amende pour le cyberharcèlement. Hein. Pour le harcèlement, c'est 1 an et 15 000 € d'amende. J'ai une question. Ça concerne les mineurs, ça se passe comment? Parce qu'il y a une irresponsabilité pénale, me semble-t-il. À 13 ans. À 13 ans. Oui. La responsabilité pénale, c'est 13 ans. Donc, en deçà de 13 ans? En deçà, non. Alors, on peut déposer plainte. On peut déposer plainte, hein, mais après, oui, il n'y a pas de sanction. Il n'y a pas de réponse pénale en face, mais par contre, il peut y avoir une réponse de l'établissement, j'imagine, d'exclusion, ce genre de choses. Oui. Alors, voilà, ça, c'est ce que dit la loi. Hein. Après, il y a les sanctions dans l'établissement scolaire. Hein. Et c'est très différent. Il peut y avoir une plainte et aussi des sanctions hein, dans l'établissement. Après, c'est variable. Il n'y a pas de liste prédéfinie de si vous harcelez, vous avez ça, hein, puisqu'on est quand même dans l'individualisation de la sanction, la prise en compte de tas d'éléments. Donc ça peut aller d'une exclusion temporaire jusqu'à une exclusion définitive. Ça peut passer par de la réparation. Période, ça c'est important parce que comme on le verra, une loi du silence autour du harcèlement, le harcèlement peut durer des années. Hein. Il y a des enfants qui sont harcelés, ça commence au CM2 et ça continue tout leur collège. Hein. D'où la gravité aussi des conséquences chez ces enfants-là, hein, et jusqu'à la tentative de suicide, la phobie scolaire, hein, on le verra aussi. Donc il y a l'intention de nuire. Hein. Alors chez les petits, vous voyez la vidéo, c'était pour rire. Oui, c'était pour rire, mais il y a quand même l'intention de nuire derrière. Hein, puisque on sait qu'on fait mal. Même quand on est en CM1 et CM2, on sait qu'on fait mal. Et donc l'isolement de la victime, hein, ça fait partie du harcèlement. Hein. La victime est souvent isolée. Alors elle est isolée par ses pairs. Hein. Non, tu ne viens pas manger à la cantine avec nous. Non, de toute façon, tu es un nul, donc tu restes tout seul dans la cour. Ou la victime peut s'isoler d'elle-même. Hein, parce qu'elle n'a plus confiance en ses pairs hein, et qu'elle préfère être seule plutôt que mal accompagnée. Alors sur quoi se fonde le harcèlement? Bien sûr sur le rejet de la différence, hein, qu'elle soit réelle ou relative. Alors réelle, ça peut être une vraie différence sur l'apparence physique,
mais ça peut être relatif aussi, parce que ça peut être sur des centres d'intérêt différents. Hein. Toi, tu aimes le foot, moi j'aime le rugby, enfin ce genre de choses. Hein, ça peut partir de là. On voit aussi le sexe et l'identité de genre, hein, un garçon jugé trop efféminé ou une fille jugée trop masculine. Hein, ça, on le voit beaucoup en collège, beaucoup moins en lycée. Un handicap ou l'appartenance à un groupe social, religieux ou culturel particulier. Et donc une vulnérabilité de la victime à un moment de sa vie, ça aussi. C'est-à-dire que vous entendez souvent les élèves dire « Ah mais lui c'est une victime ». Lui c'est une victime. C'est terrible, hein. Et ben, qu'est-ce que c'est qu'être victime? En fait, c'est une vulnérabilité à un moment de sa vie. Hein. On n'est pas victime toute sa vie, c'est ce qu'on dit aussi aux victimes de harcèlement. Être victime de harcèlement, c'est un moment de sa vie. Et donc, comme à l'adolescence, ils sont quand même beaucoup plus fragiles, il suffit qu'il y ait des problèmes sociaux qui se greffent à ça, et ben, ça peut être la porte ouverte, bien sûr, pour du harcèlement. Et puis, vous avez ce phénomène de groupe aussi, hein, où le groupe sent l'autre comme différent. Et on est à l'adolescence quand même dans une période où il faut que chacun soit normé, qu'on ne soit pas différent mais qu'on se ressemble tous. Hein. Il y a cette recherche-là, hein, identitaire très forte. Et s'il y en a un qui diffère, eh ben, le groupe va un petit peu s'acharner sur lui. Hein. C'est le système du bouc émissaire, hein. Voilà, qu'on a toujours connu. Voilà, hein. Et qu'on peut retrouver chez les adultes. Hein. Hein. Tout à fait, tout à fait. Voilà, voilà, c'est ça, c'est ça. C'est-à-dire que tout le monde va s'acharner sur une seule personne et ça permet de fédérer un groupe autour d'une cause commune. C'est l'origine d'une demande de cohésion. Oui, c'est ça, c'est ça. C'est ça. Alors, vous avez dans le harcèlement le cyberharcèlement qui est de plus en plus prégnant, hein, puisque nous avons la joie d'avoir tous ces réseaux sociaux et les enfants les ont à leur disponibilité dès le primaire, il ne faut pas se leurrer, hein, dès le CM1, les CM2. J'en profite toujours pour demander à chaque fois dans la classe qui est sur les réseaux sociaux. Vous avez pratiquement la moitié de la classe qui lève la main. Alors que je rappelle à chaque fois que pour s'inscrire sur un réseau social, il faut un âge minimum qui est de 13 ans. Et que donc à 8-9 ans, ils sont déjà sur les réseaux sociaux. Donc ils mentent sur leur âge, enfin bon, je vous passe les détails, mais ils le savent très bien. Vous avez toujours des petits sourires hein, quand je leur demande comment ils ont fait. Il y a aussi la bénédiction des parents, mais pas tout le temps. Hein, pas tout le temps. Mais il y a aussi la bénédiction des parents, c'est vrai. Et donc le cyberharcèlement a aggravé hein, ce phénomène de harcèlement scolaire, puisque le harcèlement scolaire, ça a toujours existé. Si vous vous rappelez vos années collège, hein, il en a fait toujours un quand même qui se faisait frapper dans la cour ou insulter. Hein, ça existait le harcèlement scolaire. C'était pas défini en tant que tel, mais ça existait. Mais quand la personne harcelée rentrait chez elle le soir, vous vous rappelez, on a tous des âges à avoir vécu sans les téléphones portables. Hein, on rentrait dans notre chambre, on mettait la musique à fond, on était super tranquille. Hein, on pouvait passer à autre chose. Le mercredi après-midi, on faisait du sport, on était dans un autre groupe que le groupe hein, scolaire. Donc là, on avait des copains, on avait... Ce qui permettait de souffler par rapport à ce harcèlement scolaire. Avec le cyberharcèlement, c'est 24 heures sur 24. Vous rentrez chez vous, vous ouvrez vos réseaux sociaux, vous vous faites cyberharceler. Hein, ça continue. Et quand on sait que nos adolescents dorment avec le téléphone portable sous l'oreiller, et que donc ils se font réveiller par leurs notifications la nuit, et qu'ils regardent les notifications la nuit, hein, ils se réveillent pour regarder les notifications, vous imaginez la personne hein, qui est harcelée la journée et cyberharcelée jusque dans la nuit, ce que ça peut provoquer hein, au niveau psychologique, et donc cybersexisme. Donc les filles hein, qui sont victimes beaucoup plus que les garçons, hein, de rumeurs notamment hein, sur les réseaux sociaux. Vous voyez 13% des filles contre 6% des garçons. Elles sont victimes d'insultes beaucoup sur l'apparence physique. Et elles sont très souvent victimes de diffusion de photos intimes sans leur accord, hein, ce qu'on appelle le revenge porn aussi, hein, c'est-à-dire que les vidéos intimes, quand il y a une rupture, sont partagées par les jeunes hommes sur les réseaux sociaux. Hein. Alors là, on parlait tout à l'heure justement de l'accompagnement de la victime.
là on est en train de travailler énormément dans l'éducation nationale à la prise en compte de ces jeunes filles, parce que dans notre monde d'adulte, la première réaction, c'est de « mais pourquoi tu as fait cette vidéo ?» Donc, c'est une victime et en plus, on la culpabilise, c'est sa faute. C'est parce qu'elle a fait cette vidéo qu'elle a eu droit à ce revenge porn. C'est un peu le même principe que la mini-jupe et les viols, hein. On est dans le même discours. Donc, on essaie de travailler énormément là-dessus avec les personnels pour que justement, on ne prenne pas ces jeunes filles en les culpabilisant d'autant plus que il ne faut pas se leurrer. Les vidéos érotiques et pornographiques que font nos adolescents entre eux, ça fait partie de leur vie. Ça fait partie de leur sexualité, ça fait partie maintenant de leur construction. C'est comme ça. Donc maintenant, il faut faire avec et puis parer à ce qui pourrait arriver. Et notamment, peut-être, éduquer un peu mieux les garçons sur ce phénomène de cybersexisme de l'établissement scolaire. D'essayer de gérer en tout cas. Alors vous avez aussi un plan de prévention des violences et du harcèlement, hein, donc, qui doit être mis en place dans chaque école et chaque établissement scolaire. Hein, le plan de prévention des violences et du harcèlement, il inclut notamment un programme d'action contre toutes les formes de harcèlement, dont aussi le cyberharcèlement. Donc ça rentre dans le cadre du CESC, un comité à l'éducation, santé et citoyenneté, hein, qui existe dans tous les établissements scolaires. Et donc dans le premier degré, c'est validé par le conseil d'école et dans le secondaire par le conseil d'administration. Alors, par exemple, hein, prévenir, donc vous avez prévenir, agir, informer, former, bon, des exemples, hein, mettre en place l'équipe de prévention 2020, donc il y a des kits de prévention qui ont été testés dans certaines académies, qui vont arriver dans toutes les académies, là, à cette rentrée. Vous avez des clips donc, de campagne de prévention, campagne nationale. Communiquer en direction des parents, on fait des informations aussi auprès des parents. Oui, pardon. Alors, je n'ai pas encore vu, mais ce sera sans aucun doute sur la prise en charge quand le harcèlement existe, mais aussi sur la prévention. Hein, voilà. Comment prévenir et notamment prévenir toute l'année, hein, mais dès le primaire, hein, jusqu'au lycée. Comment mettre en place des séquences pédagogiques autour du harcèlement, parce qu'on peut aussi faire des séquences pédagogiques avec le thème harcèlement, mais aussi travailler l'orthographe par exemple. Hein, voilà. Quand on parle de communiquer en direction des parents, est-ce qu'il est fait ou envisagé de communiquer avec les associations de parents d'élèves? Oui. Alors, il faut savoir que dans le CESC, donc Comité d'éducation à la santé et à la citoyenneté, les parents d'élèves sont présents. Hein. Donc quand on décide du programme de l'année ainsi que des partenaires avec lesquels on va travailler, les parents ont leur mot à dire, hein, et peuvent être force de proposition. Donc ensuite, agir, savoir accueillir, recueillir la parole des victimes, hein, donc ça aussi on travaille beaucoup dessus, hein, sur la stratégie d'équipe pour la prise en charge, donc informer, hein, le numéro vert, les actions nationales. Et puis, je vous passe donc les outils de prévention, donc bon, les EMAS, la PDJ, la police nationale, hein, qui organise sur demande des séances de sensibilisation. Vous avez aussi des banques de ressources, hein, donc vous avez le site non-harcèlement.education.gouv qui est très bien, avec tous les lauréats, hein, des concours de vidéos notamment, hein, primaire, secondaire, collège et lycée. Les brigades de prévention de délinquance juvénile aussi. BPDJ, ouais. C'est les unités gendarmes. Ouais, c'est ça, c'est les gendarmes, hein, ils sont basés sur le NEL. Et alors je voulais vous montrer, par exemple, le genre de choses qu'on met en place. Vous avez ce qu'on appelle une grille de signaux faibles qu'on montre aux professeurs. Donc là, par exemple, les signes repérables dans la classe, hein, vous avez, alors il faut pas que ce soit exhaustif pour qu'il y ait du harcèlement, hein, mais si vous cochez quand même plusieurs cases, ça veut dire qu'il y a un problème. L'élève exclu des activités de groupe par les autres, alors ça on le voit souvent en EPS, hein. Celui qui est pris en dernier dans les groupes, d'ailleurs depuis quelques années les professeurs d'EPS ne forment plus comme ça pour éviter ce genre de choses, hein. C'est eux qui créent les groupes, hein. C'est plus les élèves qui choisissent.
Nervosité importante et surtout en expression orale, hein, les murmures, hein, quand ils se lèvent, ou bon, les chutes des résultats scolaires. Ah oui, demande souvent à partir de l'infirmerie. C'est l'élève qui, par exemple, va passer son midi 2 au CDI, ou toutes ses récréations à l'infirmerie, hein, voilà, ce genre d'élèves-là. Donc vous avez ça, puis vous avez aussi des grilles hors la classe, hein, par exemple, sur la pause méridienne, couloir, sanitaire, hein, donc ça c'est plus pour la vie scolaire, hein, tous les AED qui sont en surveillance des enfants. Voilà, vous avez un certain nombre d'items. Alors vous avez sur le chemin de l'école, vous avez en sortie scolaire, et vous avez une grille aussi pour les parents. Hein. Voilà. Donc ça c'est un travail qu'on fait en équipe, mais en associant les parents, hein, sur ces grilles de signaux faibles, pour voir un petit peu si le doute s'avère être une réalité. Hein. Si on a un petit doute sur le harcèlement, on prend la grille ensemble et on voit... voilà. Alors le protocole, je vous en ai parlé. Le protocole, donc là il est sous forme graphique plus intéressante, mais dans les établissements c'est un protocole plus linéaire. Hein.